Françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast. Je vous emmène au bout du monde et nous allons passer 10 minutes avec Stéphane Cuisinier des Alliances françaises. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. C'est un truc qui se dit chez vous, hein. Si on prend la route et qu'on va tout au bout, ceux qui croient que la Terre est plate, on tombe dans le néant puisqu'on est au bout du monde. Je vous emmène à Ushuaia. T'as déjà testé, on tombe pas vraiment, Stéphane? Non. Je confirme que la Terre est bien ronde et que ça tourne rond. Mais c'est un scoop sur Français dans le monde. Content de faire ta connaissance. Nous débutons un partenariat avec les Alliances françaises. On va se promener dans le monde et pour commencer, donc, on va dans la plus australe des villes du monde. On va raconter ton parcours avant de se poser à Ushuaia. Toi, tu es originaire de la région parisienne, des études à l'université Paris 8. Ensuite, tu pars à Grenoble. Et il y a le service civil qui va, à mon avis, je crois, changer ta vie. Tu pars 1 an en Amérique latine en 1997. C'était il y a 26 ans. Il y a eu un petit coup de cœur. Un grand coup de cœur. D'abord pour l'Amérique latine, parce que c'était une fascination. J'avais fait des études d'histoire et latino-américaine. J'avais dans mon université des professeurs aussi, chiliens, argentins. Donc j'avais tout un imaginaire déjà bien développé autour de l'Amérique latine et une très très forte envie d'aller y passer un certain temps. Donc au départ, c'était 1 an. Et puis, ça fait 26 ans maintenant que je suis sur le continent latino-américain. Mais j'aurais jamais imaginé au départ que j'allais me retrouver même à la pointe, à l'extrême pointe de ce continent latino-américain. Comme je le dis souvent, la vie a plus d'imagination que n'emportent nos rêves. C'est une preuve vivante, ce parcours qui, en 98, va avoir un coup de théâtre. Tu es en Argentine. Puis tu vas rencontrer ta future femme et puis vous allez fonder votre famille. Donc là, il y a un ancrage qui se passe quand même à la fin des... Ouais, pour faire continuer un peu l'histoire, c'est qu'en fait, on s'est rencontrés au Mexique avec ma femme argentine. Et c'est au Mexique qu'on a, sur un grand coup de cœur, pris la décision de commencer, en tout cas, à vivre ensemble à Buenos Aires. Et donc ma vie sédentaire, je dirais, parce que j'étais encore un peu nomade toute cette période antérieure, a commencé à Buenos Aires, dans cette ville qui est fascinante par sa diversité, par sa culture, et puis aussi parce que je suis tombé amoureux non seulement de cette femme, mais aussi de toute cette population qui est un pays qui m'a accueilli extrêmement chaleureusement. On me le dit à chaque fois, l'accueil est incroyable, beaucoup de sourires, pas forcément beaucoup de moyens. Non, et là en particulier même en ce moment, on est en train de passer une époque très difficile, c'est un peu l'histoire, l'ADN de ce pays, on est dans des soubresauts permanents, des hauts et des bas, mais là on est vraiment dans le bas et ça devient un peu difficile la vie au quotidien parce que on a une hyperinflation, on est dans une instabilité politique assez grande, mais bon, et les gens sont habitués et quand on les voit vivre, ça fait partie aussi maintenant d'un mode de vie comme souvent en Amérique latine, on apprend à vivre avec ces soubresauts. Alors Stéphane, je vais te demander de me faire un peu rêver. Je vais demander aux auditeurs de fermer leurs yeux, sauf s'ils sont en train de rouler, évidemment. On voit l'Argentine. Un peu dans le sud, il y a la Patagonie. Et quand on descend encore tout au bout, il y a Ushuaia. C'est quoi le décor? C'est quoi le climat? C'est quoi ton quotidien? Alors la Patagonie, c'est très très varié. En fait, il y a une énorme steppe, la steppe patagonique qui est sur la partie continentale. Et puis on descend à 3000 km au sud de Buenos Aires, pour te donner une idée des distances qui nous séparent un peu des grandes villes. On va trouver le détroit de Magellan, qui est donc ce premier passage qui a permis de connecter, de faire le tour du monde. On est passé par le détroit de Magellan. Magellan est passé par là en 1520. Et on descend, donc on traverse ce détroit et on arrive sur la grande île de la Terre de Feu, qui est la continuité de la cordillère des Andes. Donc il y a une partie de steppe et puis après on retrouve la montagne. Donc on est à Ushuaia, de l'autre côté de la cordillère, face à la mer, un canal interocéanique, le canal Beagle, et à peine 150 km du Cap Horn, donc vraiment la pointe extrême, et après l'Antarctique. Donc on est dans des paysages vierges, de forêts primaires,
qui sont les dernières forêts les plus australes du monde, et avec des montagnes à des sommets au plus haut 2000 mètres, mais au pied, la montagne est au bord de la mer, donc on a des paysages assez extraordinaires. La mer et la montagne, c'est fabuleux. Alors côté climat, en hiver, on est entre moins 10 et 5. Vous avez des décors avec des sommets enneigés. Vous avez un été qui reste frais. Alors ceux qui aiment bien les températures plutôt fraîches, c'est plutôt cool. 10, 15 degrés. Parfois, youhou, il fait 20 degrés. Mais c'est relativement rare. Donc faut aimer un petit peu le froid quand même. Faut aimer le fait, et avec maintenant le changement climatique, de plus en plus de gens l'aiment, parce que quand on voit les températures dans le nord du pays, c'est 35-40 degrés en été, donc nous on est toujours un peu au frais. Et l'avantage de l'été ici, c'est que les journées sont très longues. Le 21 décembre, qui est le solstice d'été, on a une journée qui démarre à 4 heures du matin et qui termine à minuit. On a à peine 4 heures de nuit, donc ça c'est assez extraordinaire, cette ambiance en été. Par contre, en hiver, oui, c'est le contraire. On a des hivers avec des nuits longues, et donc il faut aussi savoir s'occuper à l'intérieur des maisons en hiver. Ou aller skier, aimer la nature, faire des choses qui sont en connexion avec la nature, parce que on a des pistes de ski, une station et des moyens de faire des grandes randonnées aussi, même en hiver. Stéphane, on connaît tous le shampoing Ushuaïa. Il dit beaucoup de bêtises. Ce shampoing, il vous a pas apporté beaucoup de choses favorables? Alors non, le programme Ushuaïa aussi, depuis les années 80, a quand même fait connaître cette destination, et on a un imaginaire, je crois, un peu distorsionné. Ouais. Et par rapport à cette ville, mais voilà, on est bien là à la pointe du continent latino-américain, dans un climat plutôt frais et très nature, bien sûr. Et voilà, tout le monde connaît le nom d'Ushuaïa. Maintenant, je suis pas sûr que tout le monde sache le situer sur une carte. En ce moment, il y a pas mal de touristes. 90% du trafic vers l'Antarctique part du port d'Ushuaïa, donc vous en voyez passer des touristes. Oui, c'est une ville qui est à la fois, qui reste une petite ville de Patagonie. Bon, petite ville, c'est quand même 90 000 habitants, donc ça reste une ville moyenne, on va dire, mais qui est intéressante parce que c'est vrai qu'il y a un flux touristique incroyable, aussi bien les gens qui arrivent par les bateaux de croisière ou qui partent du port d'Ushuaïa pour aller connaître l'Antarctique. Et donc c'est quand on se promène dans le centre-ville d'Ushuaïa en ce moment, en été, en pleine saison, on entend parler vraiment toutes les langues. Alors maintenant, on va parler boulot. Stéphane, tu es directeur de l'Alliance française Ushuaïa, qui travaille depuis 4 ans sur un super objectif. C'est vraiment, à mon avis, à vivre au quotidien, une aventure passionnante. Vous travaillez sur la construction d'un bâtiment éco-responsable. Tu m'as dit c'est un projet fou et difficile. Tu regrettes jamais de t'être lancé? Non, il y a des moments où on doute quand même, parce que c'est un long chemin, c'est un parcours de combattant. Mais voilà, après, dès qu'il y a des choses qui se confirment, un énorme soutien depuis la Fondation Alliance Française, depuis le réseau, ça c'est heureusement, parce que sinon on s'en tirait bien seul et un peu oui, un peu isolé, parce que on est quand même un peu loin de tout ce qui se passe, mais on reçoit énormément de soutien. On a soutien et d'encouragement, puisque c'est quand même un projet qui a du sens, je crois, qui résonne pour tout le monde. On est parti sur un bâtiment donc qui vise à l'autosuffisance énergétique, donc c'est très innovant. Il y a rien de comparable dans la région. On aimerait que ça devienne un exemple, un modèle, pour que d'autres institutions et même de particuliers s'inspirent de ce type de bâtiment à énergie solaire passive. Donc on est parti là-dedans sans avoir les fonds. Un peu fou, c'était ça, et avec quelques sponsors quand même, quelques mécènes, mais sans avoir la sécurité du financement dans sa totalité. Et maintenant, on en est arrivé quand même à 50% du financement, et on continue à chercher des généreux donateurs, des parrains, des gens qui pourraient nous mettre en contact avec des fondations ou des entreprises qui seraient intéressées pour faire valoir cette image quand même assez iconique de l'Alliance française
la plus australe du monde, qui fait vivre la francophonie à la pointe du continent latino-américain et qui a des objectifs aussi d'éco-responsabilité très très engagés. Alors, depuis 4 ans, il y a eu du boulot. Aujourd'hui, la dalle est construite, la structure est en place. Bon, il manque encore les finitions, évidemment, il manque encore beaucoup de travail, mais l'idée, c'est que ça devienne un véritable lieu de vie, un lieu de rencontre. On va parler innovation, il y aura du potager urbain, des éco-gestes, un lieu où la transition énergétique sera concrète. C'est un projet fou, mais ça avance. Oui. Puis je crois qu'on est porté par cette énergie justement d'être dans une démarche sincère et juste. C'est-à-dire qu'on est vraiment, ça prendra le temps que ça prendra. Hein, on est conscient que la conjoncture n'est pas nécessairement favorable, mais voilà, comme je te disais par rapport aux Argentins, cette résilience et cette persévérance, c'est quelque chose qui nous caractérise. Et quand on habite en terre de feu, au bout du monde, dans un climat où même là, tu vois, j'ai un potager moi chez moi et ça a du mal à pousser, mais ça pousse. Il faut y mettre vraiment toute l'énergie nécessaire et on voit à force que on prend racine et que ça a du sens. Donc voilà, ça va le faire. Alors en tout cas, si vous trouvez que cette idée est fabuleuse et si vous voulez participer, une recherche de fonds est active actuellement pour que le projet puisse aboutir. Tu espères pouvoir avoir ton bureau dans ce bâtiment quand ? Écoute, nous, on s'est fixé l'objectif de 2025, 2025 comme idée de pouvoir inaugurer le bâtiment. On a eu en septembre dernier la visite de Romain Nadal, l'ambassadeur de France en Argentine, qui lui-même aussi a été enthousiasmé par ce projet. Il nous a promis qu'il allait faire tout son possible aussi pour que cette date soit respectée. Donc on a vraiment besoin encore quand même d'un montant assez considérable. On parle de 100 000 euros. Et donc s'il y a des personnes qui sont peut-être pas donateurs, mais qui en tout cas peuvent nous mettre en contact avec des fondations, avec des institutions qui travaillent dans la transition écologique, on sera vraiment heureux de pouvoir être accompagnés par eux. Ben Stéphane, on entend en tout cas la passion pour ce projet, la passion pour ce pays. Je pense qu'on va se retrouver sur cette antenne pour l'inauguration. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est une très très bonne idée. Ouais, moi, je serais très heureux qu'on puisse faire un programme spécial sur l'inauguration de ce bâtiment. Avec plaisir. Merci beaucoup pour ce témoignage. Toutes les informations pratiques, les liens et le contact de Stéphane Cuisinier est dans ce podcast. Au plaisir donc de te retrouver. Puis je te souhaite de réussir ce projet fou. Un grand merci à toi, Thibaut, et félicitations aussi pour ce travail admirable que vous faites pour nous mettre en contact et pour faciliter cette grande communauté francophone qui est assez merveilleuse par sa diversité. Et je le fais comme toi, avec passion en tout cas. Merci. Français dans le monde.